et toutes qui sont venus ici en présentiel. Bonjour à ceux qui sont en visio. Donc on s'est adapté pour arriver à ce que tout le monde puisse écouter les présentations de Bertie et Chloé. On va commencer par Benoît, il va nous faire un petit mot d'accueil. Ensuite, Bertie fera sa présentation, il y aura des questions et voilà, et donc des échanges. Donc Benoît, je t'invite à venir sur le podium, sur scène. Bon, ce ne sera pas très long, mais simplement, Yolande m'a demandé d'expliquer en quoi la bourse Nuffield avait changé ma vie. Et donc, comme je suis le doyen, je pense, de boursiers Nuffield ici, ça m'a fait plaisir d'accepter et de dire j'ai envie d'en parler parce que plus de 30 ans après cette expérience, je me sens toujours concerné par le réseau Nuffield et la richesse des hommes qui en sont membres. Alors, ça sera un témoignage bien modeste parce que mon itinéraire professionnel par rapport à des boursiers je dirais beaucoup plus connus, qui sont des entrepreneurs à succès ou qui sont des responsables professionnels, voire même des ministres. On a même eu un ministre, ancien boursier. Évidemment, mon itinéraire professionnel est beaucoup plus modeste. Mais il est certain que lorsque le capitaine Stewart, directeur très actif et très respecté de Nuffield d'Angleterre, à l'époque parlait de life experience, ça pouvait paraître un peu prétentieux, mais c'était le cas pour la plupart des boursiers qui, côté anglais, partaient voyager à l'autre bout du monde et côté étranger, venaient passer une partie de leur bourse en Angleterre. Et comme le disait John à ce moment-là, on trouve tout en Angleterre. Il est au moins certain qu'avoir eu la chance d'être sélectionné en 86 alors que j'avais 85, pardon, alors que j'avais 37 ans, et déjà quelques années d'expérience, m'a permis de prendre du recul et de prendre conscience que la réussite d'un projet dépendait essentiellement de sa qualité, de la capacité de son porteur à le mettre en œuvre, un peu de chance aussi, et surtout de la nécessité de sortir des habitudes qui semblaient difficiles à remettre en cause. On parle aujourd'hui de sortir de sa zone de confort. Nous partions 6 mois à l'époque, sans possibilité de revenir, et cela demandait une organisation un peu particulière, puisqu'il fallait s'appuyer sur d'autres pour s'occuper du quotidien d'exploitation. En ce qui me concerne, ce sont mes associés de l'époque. Nous avions monté un libre-service fraise en parallèle en marge de nos exploitations respectives, qui ont pris le relais. Mais il fallait aussi que l'environnement familial joue le jeu, et ce n'est pas ce qui a été le plus facile, car ni ma femme ni mes enfants n'ont spécialement apprécié ma sélection, ce d'autant plus que je ne les avais pas informés de ma candidature. C'était pas très adroit et pas très intelligent, mais toutes ces difficultés ont contribué à rendre ce séjour important, car il n'était pas question de décevoir ceux qui m'avaient fait confiance. Nous avons, comme il était d'usage pour les overseas, puisque en fait les Anglais et les overseas avaient 2 bourses complètement différentes, logé ensemble et voyagé en Europe, à bord d'un minibus pendant 1 mois et demi, et partagé le quotidien de 2 Néo-Zélandais, 2 Australiens et d'un citoyen de Zimbabwe pendant plus d'1 mois, nous a permis de vivre des moments inoubliables, base de liens toujours forts aujourd'hui avec certains d'entre eux. Ensuite, après cette période initiatique, au cours de laquelle nous avons rencontré un certain nombre de responsables agricoles anglais, nous avons été initiés, on avait été initiés aussi à l'organisation européenne lors d'un mémorable séjour à Bruxelles, et nous avons visité ensemble le salon de l'agriculture à Paris. Nous avons eu, après cette période initiatique, une rencontre avec ce que les Anglais appelaient les experts. Donc les experts, c'était des professionnels aguerris qui avaient pour mission, après avoir vu nos sujets d'études, de nous trouver les bons contacts et de nous ouvrir les portes. C'était ce que les Anglais appellent les Golden Keys, et il est vrai que tout était fait pour que toutes les portes s'ouvrent, même à haut niveau. En ce qui me concerne, ça m'a permis de rencontrer le directeur des achats de St. Michael's, qui est la marque des denrées alimentaires distribuée par Market Spencer. J'ai rencontré aussi Bill Jordans, le patron très sportif de Jordan Cereals,
qui est mieux connu maintenant puisqu'on trouve les céréales Jordan dans toutes les grandes surfaces françaises. Et je ne ferai pas aujourd'hui la liste de toutes les rencontres, mais elles ont toutes été enrichissantes et sources d'ouverture. En fait, la réunion avec les experts m'a obligé de revoir pour partie le sujet pour lequel j'avais été sélectionné et qui s'intitulait « Agriculture, métier de service ». J'avais conscience du rôle toujours plus important, mais jamais pris en compte, joué par les agriculteurs dans les services rendus à la collectivité, mais je ne savais pas comment structurer cette approche. Les experts m'ont donc conseillé d'aller voir des acheteurs qui, au-delà de la qualité des produits, cherchaient à satisfaire les consommateurs en ajoutant aux produits des emballages adaptés, mais aussi de l'image. Bill Jordan savait déjà imaginer ce qu'ils appelaient à l'époque le conservation grade, qu'il imposait à tous ses fournisseurs et qui était l'ancêtre de l'agriculture raisonnée. Ils m'ont conseillé également de visiter les agriculteurs fournisseurs de ces structures et capables de s'adapter à leurs exigences. Pour moi, qui n'était pas satisfait de la manière dont je fonctionnais, puisque je n'avais aucune possibilité d'agir sur la valorisation des productions, ça a été un choc. Et de retour en France, nous avons, avec mes associés, eux aussi agriculteurs, décidé de créer une structure commerciale pour maîtriser notre commercialisation. Nous avons dérangé, mais contribué, je crois, à faire bouger notre département qui en avait bien besoin. Nous avons également bousculé un peu l'approche technique de nos exploitations en faisant intervenir un conseiller anglais. C'était probablement une erreur, car malgré le haut niveau de connaissances qu'il avait, il ne connaissait que l'agriculture très intensive, dont nous avons tous vite touché les limites dans une région en faible potentiel. Cependant, cette expérience nous a ouvert les yeux et a appris à rechercher des solutions adaptées. En parallèle, nous recevions régulièrement des boursiers étrangers qui, étant eux aussi à la recherche de solutions, nous apportaient leurs témoignages et nous ouvraient à des problématiques que nous n'avions pas toujours perçues. C'est aussi grâce à Nuffield et à ce que j'ai été amené à vivre après que j'ai pu devenir double actif et intégrer un groupe de négoces agricoles important dans lequel je suis resté plus de 20 ans comme responsable des services et de la communication. C'est l'ensemble de ces expériences qui ont changé ma vie et celle de ma famille. Les enfants, s'ils ont un peu souffert de mes 6 mois d'absence, mais qu'est-ce que 6 mois sur une vie professionnelle, ont largement profité du réseau par la suite, lors de voyages initiatiques qui leur ont vraiment ouvert l'esprit. C'est pour ça que je suis redevable envers Nuffield, et aujourd'hui, la bourse et son organisation ont bien changé. Sous la houlette de son directeur australien, maintenant en retraite, le nombre de pays partenaires et le nombre de boursiers sélectionnés a explosé. Et chaque année, ils sont plus nombreux. Certains le regrettent, mais il me semble que cette dynamique, à la condition qu'elle n'ait pas pour conséquence un nivellement par le bas, est plutôt positive, car elle permet un champ plus étendu d'investigation et une base d'échange plus large. Et je suis confiant aujourd'hui dans l'avenir du réseau, et j'ai fait confiance aux responsables actuels, tant de Nuffield France que de Nuffield International, pour préserver l'esprit d'ouverture, Nuffield et les valeurs de partage qui en sont le moteur. Et j'espère que les rapports qui vous seront présentés tout à l'heure vont démontrer que cet esprit de partage est toujours important. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Benoît. Merci beaucoup. Donc, pour commencer... Il faut que je me mette là. Tu viens. Donc, le déroulement de l'après-midi, on a Bertie qui va présenter donc son étude sur la représentation paysanne aujourd'hui. Mais avant toute chose, on va peut-être se présenter. Donc, je vais laisser la parole à Yolène. Bonjour à tous, merci d'avoir répondu présent à notre invitation, même qu'elle a été faite dans des délais assez courts. Donc, je suis Yolène Pagès, je suis la présidente de l'association Nuffield France, reconnue d'intérêt général depuis quelques années maintenant. Et donc voilà, l'objectif de l'association, c'est de réunir des fonds pour financer des bourses pour permettre à des jeunes actifs agricoles passionnés par l'agriculture de voyager et de rejoindre ainsi le réseau Nuffield en approfondissant un sujet de leur choix. Donc je travaille dans la filière lait de brebis dans l'Aveyron. Et je vais maintenant donner la parole à Baptiste qui va pouvoir se présenter. Il faut qu'il y ait Maxime qui vienne aussi. Et Chloé. Donc moi c'est Baptiste de Fressange, je suis agriculteur donc, dans l'Allier, en polyculture élevage avec mon frère Luc, et je suis vice-président de Nuffield France, voilà, depuis 2-3 ans, maintenant 3 ans.
Voilà. Et alors on est tous les trois anciens lauréats Neuffield, alors 2017 pour moi, 2016 pour Maxime et 2015 pour Baptiste. 2015 pour Baptiste et 2016 pour Maxime. Voilà, donc je laisse la parole à Maxime. Donc Maxime, moi je suis trésorier de l'association Neuffield France. Je suis éleveur de limousines en Vendée, en polyculture élevage aussi, avec une partie céréalière. Et j'avais fait mon sujet d'étude sur la valorisation des effluents d'élevage. Qu'est-ce qu'on pouvait en tirer, que ce soit par la méthanisation, ou l'élevage d'insectes, ou la culture d'algues, ou autre. Donc c'était en 2016, donc avec des voyages en 2016-2017 et la restitution fin 2017. Merci Maxime. Donc Benoît a accepté de porter le témoignage d'un lauréat Neuffield et de la plus-value d'un parcours Neuffield à l'échelle d'une carrière, donc je te remercie Benoît. Et on est là cet après-midi donc, pour la conférence annuelle de Neuffield et on a le plaisir d'accueillir donc, nos deux lauréates, Chloé Pellerin et Bertie Fage. Donc Bertie, tu vas commencer. Donc on est très heureux d'avoir accueilli Bertie dans le réseau Neuffield. Elle a un parcours un petit peu atypique puisqu'elle a fait des études de sciences politiques. Mais elle a tout à fait sa place dans le réseau Neuffield. Alors elle a eu la bourse il y a 2 ans maintenant, puisqu'on a 2 ans pour réaliser les voyages et le rapport. Alors je pense que c'est peu dire que Bertie fait partie de la génération un petit peu malheureusement sacrifiée par le Covid, puisque depuis 2 ans il a quand même été difficile de voyager. Mais néanmoins, je sais qu'elle a déployé un beau dynamisme pour contacter des gens du réseau Neuffield pour mener à bien son étude, aidée en cela par les partenaires, dont certains sont ici présents dans la salle. Donc moi je tiens à saluer le travail de Bertie et je suis sûre que sa présentation va nous inspirer. Donc elle a choisi un sujet sur la représentation paysanne aujourd'hui. Entre tradition historique et recherche de légitimité, comment renouveler la représentation paysanne d'aujourd'hui. Et on le sait tous, impliqués que nous sommes dans diverses organisations, que continuer à garder des gens du terrain impliqués dans les infrastructures, ben c'est primordial. Et c'est vrai qu'on est un peu à l'aube de ce que parfois on peut appeler le renouveau paysan, avec à la fois des gens qui reprennent des structures familiales, mais aussi des gens qui étaient très éloignés du milieu agricole, qui se réinsèrent dans le milieu agricole. Donc on sait que cette question-là est cruciale. Donc je n'en dirai pas plus, mais je vais laisser la parole à Bertie, en remerciant mes coéquipiers Maxime et Baptiste pour le super travail qu'ils font pour l'association. Donc juste Bertie, tu as 20 minutes de présentation et puis après on aura 20 minutes, une demi-heure et après on aura donc des questions. Je peux le présenter ici. Ok, donc, bonjour à tous. Merci pour cette introduction. Donc Bertie Fage. Effectivement, un sujet sur la représentation paysanne. Donc j'ai mis la problématique sur cette diapo. Elle est un peu longue, mais je vous promets, ça va bien se passer. Tout va bien se dérouler. Alors, quelques mots d'introduction effectivement sur mon parcours. Comme vous pouvez le voir en grand, je suis originaire d'Aulobrac. J'aime bien en parler ici parce que ça a structuré et construit un petit peu la problématique que j'ai proposée à Neuffield. L'Aubrac, c'est un territoire avec une identité très forte et qui s'est notamment relancé grâce à des collectifs d'agriculteurs. Donc en l'occurrence, pour le plateau, c'était autour de la production fromagère avec la création d'une coopérative dans les années 80 et la relance de toute une dynamique du territoire. Donc depuis toute petite, je suis un peu baignée dans ces questions agricoles et d'organisation. Je ne suis pas fille d'agriculteur, mais ça va, j'arrive quand même à comprendre les enjeux, j'ai l'impression. Et par ailleurs, j'ai un parcours dans les organisations professionnelles, donc j'ai pu travailler dans des syndicats agricoles et en ce moment je travaille dans une association de développement agricole et rural. Donc là encore, les questions de fonctionnement, d'organisation sont centrales dans mon travail et c'est ce qui m'a amené à proposer une candidature Neuffield sur ces questions-là. En guise d'introduction à ma présentation, je voulais faire un petit un rappel historique un petit peu sur les organisations, alors dans le contexte français. Alors je ne suis pas historienne, je ne suis pas une spécialiste des organisations, mais je trouve intéressant de mettre en avant 2 moments structurants pour moi dans le contexte français en termes
d'organisation et de représentation paysanne. Donc je vais commencer par la révolution industrielle. Je vous promis, je ne vais pas passer 200 ans jusqu'à maintenant, ça serait un peu barbant et ce n'est pas le but. Je voulais parler du moment de la révolution industrielle parce qu'il y a deux choses qui arrivent à ce moment-là. C'est l'introduction de la mécanisation et du progrès technique, d'une part, et d'autre part, la naissance d'accords commerciaux avec une certaine libéralisation du commerce. Et ces deux tendances touchent vraiment la paysannerie à l'époque. Il y a une vraie mutation du métier et donc une inscription à l'agenda politique étatique de l'intérêt de soutenir cette paysannerie et donc de développer une politique publique spécifique et assumée sur l'agriculture. Donc j'ai mis une date un peu plus tard, en 1919. Aujourd'hui on est à la PCA, donc 1919 les offices départementaux des chambres d'agriculture sont créés. 1924, ancêtre de la FNPL. En 1935, les chambres deviennent des établissements publics professionnels. Et en fait, ça m'amène à parler du deuxième moment que je voulais présenter ici en introduction, plutôt d'un point de vue du syndicalisme agricole, mais c'est les années 70. Alors, années 70, en France, une forte politisation de la société. Le milieu agricole n'est pas épargné par cette politisation. Et donc, en 70, congrès de Blois de la CNJA et l'émergence de deux courants paysans, un courant plutôt entrepreneurial et un courant plutôt social. Et c'est ça, et c'est dans ce congrès-là qu'apparaissent les prémices finalement du pluralisme syndical qui sera reconnu un peu plus tard dans les années 80, avec la fin de la cogestion État, syndicat majoritaire de l'époque, FNSEA. Voilà, et donc en dessous, j'ai quand même mis aussi la prise de pouvoir de plus en plus importante de Bruxelles, avec un changement des centres décisionnels de Paris vers Bruxelles, qui a aussi contribué à recomposer les organisations agricoles en France. Donc voilà, le petit rappel historique qui est intéressant pour comprendre pourquoi ce sujet de la représentation paysanne est particulièrement intéressant dans le contexte français. Du coup, sans plus attendre, je rentre un peu dans le cœur du sujet. Donc moi, j'ai travaillé sur la représentation au sens large, au sens donner à voir, et j'ai plutôt travaillé sur la représentation politique, c'est-à-dire l'élection de représentants par des représentés et le pouvoir en fait de décision qui est délégué à des représentants par les représentés. Donc on est vraiment sur l'aspect représentation politique. Je ne parle pas uniquement de gouvernance, qui est pour moi un aspect de fonctionnement et qui est aussi un vocabulaire qui est emprunté à la sphère privée et qui induit une notion de gestion et de transformation de l'action. Donc moi je suis plutôt restée dans une vision assez large de la représentation. Un autre concept que j'ai pas mal travaillé, c'est la représentativité, donc tel que défini comme suit, l'adéquation entre les représentants et les représentés. C'est donc le parallèle en fait entre les représentants et les représentés, et c'est ce qui assoit finalement la légitimité d'une organisation. Et donc mon sujet, quand je candidate à Newfield, il a aussi une composante économique, puisque je voulais travailler un petit peu les organisations de producteurs. Mais c'est vrai qu'au fil de mes lectures et de mes rencontres, je suis plutôt restée sur l'aspect politique, et donc j'ai gardé un peu cette connotation sociologique et politique publique, qui est aussi un peu la déformation professionnelle liée à mon parcours. Voilà. Alors mon expérience Newfield, comme l'a souligné Yolène, elle a été marquée, donc moi je suis lauréate 2020, ça a été marqué par le Covid, avec une conférence de lancement qui avait lieu en mars 2020 à Brisbane. Donc Yolène et moi, nous avons été à Brisbane, mais pour 3 jours seulement, malheureusement, puisque c'était juste avant le confinement en France, on n'a pas pu rester sur place. Néanmoins, l'organisation Newfield a mis en place des conférences virtuelles, et à ce titre, j'ai pu assister du coup à des conférences organisées par les Pays-Bas, le Brésil et l'Irlande. Donc ça prenait la forme en fait d'une semaine de rencontres et d'échanges via Zoom pour présenter le pays, et avec des lauréats qui témoignaient de leur expérience et aussi de l'agriculture dans leur pays. Donc c'était assez riche, un peu frustrant parce que par Zoom, mais néanmoins il y a eu quand même cette volonté de contribuer à échanger en réseau. J'ai pu faire un voyage d'études en France, du coup, en janvier 2021, au Pays Basque, j'en parlerai un peu plus tard, et j'ai participé aux activités de Newfield France, notamment au week-end de définition de la vision partagée de l'association. Voilà. J'aurais aimé explorer d'autres pays, j'aurais aimé explorer la Russie et le Ghana. Évidemment, ça n'a pas pu être possible vu le contexte. Pourquoi la Russie? Parce qu'un pays anciennement communiste, je trouvais intéressant d'aller voir comment les organisations s'étaient recomposées au moment de la chute du communisme, et surtout parce que la Russie étant un pays exportateur et à la fois qui repose beaucoup sur une agriculture vivrière, je trouvais intéressant de voir les dynamiques entre acteurs là-bas.
J'aurais aimé aller au Ghana aussi pour avoir alors développer une autre vision d'organisation. Donc là, ça aurait été plutôt pour étudier les organisations de producteurs, d'agriculteurs qui gèrent en commun des ressources naturelles. Donc je trouvais intéressant de faire le parallèle entre un collectif d'agriculteurs qui gèrent des ressources et les utilisent, et les problématiques qu'on peut traverser en France, justement, en particulier quand on oppose agriculture et environnement. Donc je trouvais intéressant d'aller voir les dynamiques là-bas. Donc peut-être plus tard, je ne désespère pas d'aller dans ces pays-là. Et donc, toutes mes lectures, rencontres m'ont amené à formuler un constat, et mon travail aussi, c'est que la représentation aujourd'hui, elle connaît une crise, pas que dans le milieu agricole, mais évidemment aujourd'hui, je vais m'intéresser à ce domaine-là. Donc, je voulais commencer cette petite introduction, cette petite présentation en donnant des chiffres un peu structurants dans le milieu agricole. Donc déjà, l'âge moyen des chefs d'exploitation est de 49 ans. Plus d'un tiers des exploitations agricoles a disparu en l'espace de 17 ans. Et un autre chiffre que je trouvais un peu intéressant à présenter et qui est assez révélateur, c'est que 46% des agriculteurs vont cesser leur activité d'ici 2026. Donc 2026, c'est demain. Voilà, donc on a une grosse problématique en termes de renouvellement et donc une dynamique de mutation de la population agricole en France aujourd'hui. Je voulais aussi parler à ce moment-là de la crise de légitimité que subissent les structures historiques. Donc je vais commencer à dire quelques mots sur la coopération. Donc en France, 2 tiers des agriculteurs sont membres d'une coopérative. Et le modèle coopératif est sans cesse remis en question par les coopérateurs. C'est une problématique qui a été prise à bras-le-corps par la coopération. Le Haut Conseil de la coopération agricole a organisé un webinaire sur le sujet de la gouvernance récemment, et ils ont également édité un guide avec des bonnes pratiques sur la gouvernance. Parce que la question qui revient sans cesse, le problème qui est sans cesse soulevé, c'est l'éloignement des centres décisionnels du terrain et l'absence de pouvoir qu'ont les coopérateurs sur les prises de décision qui sont faits dans leur COP. Donc en gros, un peu une crise de fonctionnement et de représentation. Si je m'intéresse aux chambres, je voulais parler des élections professionnelles, des élections chambres. Il y a une érosion de la participation aux élections professionnelles. Alors c'est pas une érosion qui est propre à cette élection-là. On a une crise de la démocratie représentative de manière générale en France. C'est pas propre au milieu agricole, mais quand même ça interroge, vu le fonctionnement qu'on a via les chambres consulaires qui ont une délégation de gestion du développement agricole en France. Cette érosion de la participation, elle interroge. Et par ailleurs, un autre chiffre que je trouvais intéressant à mettre en balance, c'était que l'effectif des agents des chambres d'agriculture, il reste le même. Voire il est en augmentation, en légère hausse, mais par contre, le nombre d'exploitations, lui, il est en baisse structurelle depuis les années 2000. Donc là encore, il y a une question d'effectivité et peut-être de corrélation entre représentants et représentés. Voilà, et donc ces chiffres-là, les chiffres que j'ai donnés à la diapo précédente, puis ces éléments-ci, ça amène aussi à un constat qui est qu'il y a un panel d'organisations agricoles à investir qui est assez énorme. On a tendance à dire que c'est souvent un problème, une filière, une structure. Et du coup, comment on va faire vivre toutes ces organisations-là avec une population agricole qui s'érode et donc ça pose question sur le fonctionnement même de ces organisations. D'un point de vue individuel, et je pense qu'on a un peu traversé aussi ces questions ce matin en Assemblée Générale, quand on parle d'engagement dans une organisation, qu'elle soit syndicale ou associative, c'est toujours le résultat d'une réflexion individuelle personnelle entre ce que je vais donner comme temps à la collectivité, ce que je vais donner comme temps sur mon exploitation et ce que je vais donner comme temps à ma vie personnelle. Et donc, ce qu'il est intéressant de noter, c'est qu'il y a quand même une remise en question de l'intérêt et de la pertinence du collectif. Dans beaucoup de lectures que j'ai pu avoir ou de gens que j'ai pu interroger, une des choses qui revient, c'est que je ne vois pas l'intérêt parce que je ne sais pas ce que le collectif va m'apporter. Donc il y a quelque part une individualisation des destins, un petit peu comme ça, qui a tendance à remettre en cause la pertinence du collectif. Et enfin, il y a une question relative à l'adéquation entre représentation et représentativité, donc c'est le terme que je définissais au début de cette présentation. J'ai brossé le profil des installés aujourd'hui, mais du coup, on voit qu'il y a de plus en plus de non-issus du milieu agricole, de plus en plus de hors cadres familiaux, des femmes aussi, ça arrive, qui s'installent, voilà. Et pour autant, est-ce que ce public-là se sent représenté dans les organisations historiques ?
Je sais pas, j'ai pas trop la réponse, j'ai pas l'impression non plus que ce soit vraiment le cas, et donc il y a peut-être aussi un désintérêt entre ce nouveau public agricole qui est là et les organisations historiques et leurs représentants. Grâce à Newfield, j'ai pu faire quand même un petit voyage d'études au Pays Basque pour rencontrer en fait un des membres fondateurs de HLG et le coordinateur de la structure. Donc, HLG, c'est quoi? C'est une association qui s'appelle un peu, qui s'auto-prénomme la Chambre alternative du Pays Basque. Alors, j'ai été les rencontrer, pourquoi? Parce que déjà, le Pays Basque est un territoire avec une dynamique assez forte et une identité, je ne vais pas revenir là-dessus, qui est très marquée. Et ce que je trouvais intéressant avec cette structure, c'était déjà l'affirmation de se présenter comme une chambre alternative, mais aussi la volonté d'associer différentes parties prenantes dans la gestion du développement agricole sur ce territoire-là. Donc EHLG, c'est le produit d'une histoire qui a duré une vingtaine d'années, puisque à l'origine, en fait, dans les années 80, il y a la création d'un syndicat, le syndicat ELB, qui se fonde en fait sur les questions d'agriculture paysanne. Et du début des années 80 jusqu'à 2005, date de création de HLG, en fait, il y a des discussions qui sont menées sur le territoire avec les services de l'État, non sans mal et avec beaucoup de remue parfois, pour créer une structure qui réponde véritablement aux besoins exprimés par les paysans de l'époque et qui ne se sentaient pas finalement représentés dans les structures traditionnelles de gestion agricole. Et donc, il y a plusieurs parties prenantes qui ont été associées. La gouvernance me semble intéressante à vous partager, puisque aujourd'hui, EHLG est dirigé par 7 collèges. Donc, il y a le collège des exploitants agricoles, le collège des salariés agricoles, mais il y a aussi le collège des associations de consommateurs, le collège des associations de défense de l'environnement. Donc des parties prenantes multiples et la volonté de travailler ensemble autour du développement de ce territoire du Pays Basque. Alors la structure a l'air de plutôt bien fonctionner. Ils ont aujourd'hui 1 million d'euros de budget, ils ont plus de 20 ETP, enfin je pense 19 ETP exactement dans ces eaux-là. Et donc il y a une vraie répondant, la structure fonctionne et aujourd'hui est reconnue même par les services de l'État et les communautés de communes en local comme étant une structure qui offre en fait un service de développement et un service aux agriculteurs en termes d'accompagnement. Donc c'est ça que je trouvais intéressant d'avoir cette gouvernance qui s'ouvre et qui reconnaît que l'agriculture n'est plus uniquement l'apanage des agriculteurs, mais que l'agriculture dans son objet et dans ce qu'elle fait, c'est-à-dire la transformation des paysages, la question des politiques alimentaires, c'est une politique qui concerne différents acteurs et du coup de les associer tous autour de la table, je trouve ça assez intéressant dans le fonctionnement. Une des autres organisations que je voulais présenter, c'était Impact. Alors Impact, je l'ai côtoyé dans le cadre de ma vie professionnelle et je trouvais intéressant d'en parler aujourd'hui parce que là encore, on va voir qu'il y a une ouverture dans cette gouvernance des questions agricoles. Donc Impact, c'est pourquoi? C'est pour Initiative pour une agriculture citoyenne et territoriale. C'est donc une association nationale. Il y a des impacts en région et dans les départements, mais du coup là, je vais vous parler du pôle Impact national qui regroupe 10 réseaux de développement agricole. Et donc ce qui est intéressant, c'est que chaque réseau a son champ d'expertise. La plupart, en fait, ont une gouvernance à majorité paysanne, au-delà de 60%. Mais certains de ces réseaux sont issus d'initiatives citoyennes. Et donc, je pense notamment à Terre de Liens, qui fait partie du pôle Impact, qui du coup est une association qui est née d'un mouvement citoyen d'intérêt pour préserver les terres agricoles et contribuer à l'installation de futurs paysans. Et donc cette association elle a été créée en 2003. Aujourd'hui, elle est structurée de manière assez originale par une association qui s'occupe de tout ce qui est plaidoyer sur les questions de foncier agricole. Une foncière, donc ce qui s'appelle foncière, c'est leur dénomination, mais c'est donc une entreprise d'investissement solidaire qui achète en fait des terres pour installer des futurs paysans, et une fondation. Donc aujourd'hui, je crois que Terre de Liens a contribué à préserver 7000 hectares agricoles et a acquis 250 fermes. Du coup, je trouve intéressant d'avoir justement cette dynamique citoyenne autour d'une question agricolo-agricole, donc le foncier, l'artificialisation, la préservation des terres, et qui discute du coup avec d'autres réseaux à majorité paysanne pour un développement agricole qui soit ouvert et qui se développe finalement dans les territoires. Voilà. Et du coup, l'ensemble de ces réflexions que je vous partage aujourd'hui, elle m'a amené à formuler quelques conclusions. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire que ce sont des préconisations, mais
c'est plutôt un état des lieux conclusif que je vous propose de faire maintenant. Alors, au niveau global, ce que j'ai pu remarquer comme d'intérêt pour moi, et ce que les deux expériences que je vous ai présentées m'ont permis de mettre en avant, c'est l'intérêt de la fin de l'entre-soi. Pour moi, l'agriculture aujourd'hui, elle a une expertise, mais elle ne doit plus être seule à être experte sur cette dynamique-là, surtout vu les enjeux de population, de renouvellement qu'on a vu. En fait, de toute façon, il faudra ouvrir la réflexion et la gouvernance et le fonctionnement des organisations à d'autres parties prenantes. À noter que là, moi, je parle de mouvements citoyens qui s'associent à des questions agricoles, mais en fait, la question de l'ouverture, elle se pose aussi dans les organisations historiques. Je crois que la FNSEA a entamé un travail, en fait, pour élargir un petit peu sa base adhérente, qui ne soit plus uniquement qu'à des entreprises agricoles, donc à des chefs d'exploitation, mais qui, du coup, qu'il y ait une notion d'entreprise agricole qui soit plus large. Donc, il y a vraiment une définition, enfin, un travail de redéfinition de ce qui peut faire agriculture dans ce syndicat pour élargir la base adhérente. Voilà. Donc, en fait, ce que je trouve intéressant, c'est ça. C'est de se poser, de réfléchir et de dire que oui, on n'est plus les seuls experts, oui, il faut ouvrir la gouvernance, et oui, il y a un intérêt à le faire, en fait. Au niveau plus individuel, ce que je voulais mettre en avant, c'est qu'effectivement, l'engagement se prépare et se suscite. Comme on l'a dit, c'est un arbitrage entre plusieurs choses dans la dynamique d'un individu, et du coup, l'accompagnement de cet individu pour son engagement, qu'il soit dans les associations ou dans les syndicats, est primordial. La question de la formation, elle doit être centrale, que ce soit de la formation pour la prise de fonction syndicale ou associative. C'est quelque chose qui peut permettre de soutenir un engagement, et c'est une corollaire de la seconde chose que je voulais vous partager aujourd'hui, qui était du coup l'importance du collectif. Alors les gens que j'ai pu rencontrer, notamment dans mon travail, ils ont beaucoup mis en avant pour eux que le fait d'être en collectif, ça permettait de se dégager du temps et de la prise de responsabilité. Quand je dis en collectif, c'est une installation à plusieurs, évidemment, où il y a un accord qui se met en place dans les personnes sur l'exploitation en disant, mais voilà, tu te dégages une demi-journée pour t'investir dans telle et telle structure, etc. Donc, ça peut être une des solutions. Je ne dis pas que c'est la finalité ultime, mais voilà, je partage juste un des constats que j'ai pu réaliser en rencontrant des personnes. Au niveau du collectif, donc là, au niveau organisationnel au sens large, ce que je trouvais intéressant de partager aujourd'hui, c'était l'intérêt de réfléchir un peu différemment, de simplifier, pourquoi pas, les fonctionnements des organisations. Aujourd'hui, quand on parle d'organisation, on imagine quelque chose de très structuré, avec beaucoup de groupes de travail, beaucoup d'élections. Donc pourquoi pas réfléchir à d'autres façons de s'organiser, et du coup d'emprunter peut-être à d'autres domaines des façons de fonctionner et de gouverner. Je pense à l'économie sociale et solidaire qui donne un certain nombre d'outils dans la prise de décision un peu différents de ce qui se fait déjà. Donc c'est pour ça que je dis lutter un peu contre la résistance au changement, en fait, ne pas avoir peur peut-être de s'ouvrir à d'autres fonctionnements. Pour moi, il est aussi important de parler des réussites. Je disais un peu plus tôt dans ma présentation qu'on remettait en cause la pertinence du collectif. Voilà, il faut aussi savoir comment revendre l'intérêt de ce collectif-là. Ça passe par la publicité sur les victoires syndicales, par exemple, mais pas que. C'est remettre vraiment en avant l'intérêt d'un collectif pour gérer quelque chose. Et donc, ça passe par la communication autour de ces réussites-là. Remettre le territoire au cœur des enjeux, c'était aussi quelque chose qui revenait, notamment quand on parlait de coopération. Beaucoup se disent pas concernés car éloignés des centres de décision. Voilà, l'idée c'est de remettre peut-être, en simplifiant les organisations, l'échelon territorial au centre. Donc ça va de pair avec la simplification. Et la dernière conclusion que je voulais apporter ici, c'était de travailler sur la représentativité. Pour moi, on a vu qu'il y a une évolution de la population agricole. Et du coup, les questions de corrélation entre représentants et représentés, elles doivent être primordiales. La parité ne doit pas être quelque chose, pour moi, d'annexe. Oui, des femmes peuvent s'engager, par exemple. Donc voilà, il est important de retrouver dans les organisations un peu cette mutation de la population agricole pour avoir des organisations qui soient plus légitimes et plus légitimées par leur base, en fait. Voilà. Et du coup, je vous remercie pour votre écoute. J'espère que je ne vous ai pas trop noyé dans les données après déjeuner. Voilà, merci beaucoup. Un grand merci, Bertille. Donc, on va peut-être faire des questions, s'il y a des questions, ou des réactions, ou questions. Oui, bonjour, je suis journaliste Culture Agri. Je me demandais si votre travail avait abordé aussi la représentation, que peut avoir le grand public
du monde agricole en soi, ou pas? Ou est-ce que vous êtes resté spécialisé intra, j'allais dire? Eh ben, je suis plutôt restée intra, effectivement, à ces questions-là. Néanmoins, ce que je me dis, c'est que dans les structures que j'ai pu rencontrer, où il y avait justement un élargissement de la gouvernance à d'autres parties prenantes, VHLG ou Pôle Impact, il y avait une sympathie pour ces mouvements-là qui était quand même assez marquée, parce que il y a la volonté justement d'ouvrir les questions agricoles à d'autres parties prenantes. Donc j'ai pas uniquement travaillé sur représentation par rapport au grand public, mais le fait est que travailler sur cette gouvernance peut être un peu plus ouverte, et cette représentation plus ouverte peut te permettre de donner des réponses, selon moi, à l'image que peut avoir le grand public du milieu agricole. Chloé? Qu'est-ce que je dis? Je m'appelle Chloé. Merci pour cette présentation. Moi, j'avais une question, oui, Thomas. On voit aussi, par exemple, avec Pôle Impact ou d'autres, peut-être de création de nouvelles formes de représentativité. Est-ce que par rapport à ton expérience, ça vient effacer les anciennes, ou les anciennes doivent se transformer? Comment se conjuguent un peu des anciennes formes de représentation avec des nouvelles formes de représentation? Et une deuxième question subsidiaire, est-ce que ces nouvelles formes de représentation permettent aussi une meilleure représentativité des nouveaux agriculteurs ou non issus du milieu agricole, et aussi des femmes? Alors en fait, sur la première question, c'est là où le bas blesse en fait, c'est-à-dire qu'il y a un peu deux milieux en parallèle qui existent, avec une tendance à recréer d'autres organisations, donc ça a plutôt tendance à les empiler et à alourdir les choses. Donc pour moi, en fait, il faut travailler déjà sur peut-être, selon moi, ce n'est que mon avis, mais une simplification des fonctionnements des historiques. Je pense qu'ils ont conscience qu'aujourd'hui, ils ne peuvent plus fonctionner de la même façon. Je vois, moi, je travaillais dans un syndicat agricole où il y avait beaucoup de commissions, beaucoup d'échelons, et on avait du mal à chaque fois à les remplir ou à favoriser la participation. Donc, à mon avis, il y a un travail là-dessus. Sur les nouvelles organisations, pour moi, il faudrait qu'elles gagnent en crédibilité, enfin pas en crédibilité, mais en légitimité vis-à-vis des acteurs étatiques, institutionnels, garants du développement agricole, parce que là, elles font un peu leur travail dans leur coin, qui est un travail assez exceptionnel selon moi, et qui n'est pas du tout remis en valeur parce qu'il n'est pas institutionnalisé comme tel pour le moment. Donc ce qui fait que beaucoup d'organisations, de plus en plus, se battent pour avoir les mêmes accès à des budgets, les mêmes accès au niveau de représentation. À mon avis, ça va poser problème, ou alors il va y avoir carrément un développement agricole alternatif qui restera alternatif en fait. Voilà. Et sur la meilleure représentation, alors de mon point de vue professionnel, ces nouvelles organisations qui se disent, comme le Pôle Impact, ou qui en fait évoluent dans les milieux alternatifs, c'est vrai qu'elles ont peut-être un écho plus fort auprès des nouveaux publics agricoles, donc des néo-ruraux, des non-issus du milieu agricole, des hors-cadres familiaux, qui s'installent peut-être, ou qui vont naturellement plus volontiers vers ces mouvements-là que vers les historiques. Voilà. Et donc sur la représentation des femmes, non, c'est une question pour le coup qui est transversale à mon avis aux historiques et aux nouvelles. Il y a quand même aujourd'hui un travail à faire sur l'engagement des femmes et l'engagement des paysannes dans les organisations, mais qui sont marquées, là pour le coup il y a d'autres choses qui rentrent en jeu, qui ont trait à un sexisme plus généralisé, donc il faut travailler. Voilà. Par exemple, à titre d'exemple, les réunions de syndicats ou d'associations qui ont lieu le mercredi après-midi, alors que paradoxalement, un mercredi c'est le jour des enfants, et le jour des enfants, c'est qui s'en occupe? Ce sont les femmes, généralement. Toujours aujourd'hui. Alors, il y a une question ici. Est-ce que vous avez pu échanger ces questions avec le réseau Nuffield, et est-ce que c'est des problématiques qui se posent aussi dans les autres pays? Et la représentativité, comment ça se passe ailleurs? Alors, du coup, là, c'est un peu peut-être quelque chose que j'aurais plus exploré. Je vous avoue que même avec les formats virtuels, c'était un peu compliqué de poser ces questions. Ce que je retiens des échanges que j'ai pu avoir, c'est qu'on a vraiment une typicité française en termes d'organisation, et que ne serait-ce que présenter notre fonctionnement, ça surprend beaucoup dans les autres pays qui sont plus organisés du coup par l'équivalent de ce que j'allais dire d'interprofession finalement, plutôt que de l'aspect syndical et de développement à proprement parler. Donc en fait, c'est vrai que là, j'aurais intérêt finalement à continuer d'explorer dans notre pays pour voir un petit peu ce qu'ils ont mis en termes de fonctionnement pur, puisque c'est pas du tout la même tradition, et c'est pour ça que j'ai voulu mettre en avant le contexte au début de ma présentation, le contexte un peu français qui est si particulier. À explorer, à poursuivre. Il y a d'autres questions? Oui, bonjour. Si j'ai bien compris, les
jeunes agriculteurs vont beaucoup plus vers des formes de représentation alternatives plutôt que vers les historiques. Est-ce que ça veut dire que les historiques sont voués à disparaître? Alors, je ne dirais pas que les nouveaux publics vont automatiquement vers les alternatives. Je dirais qu'ils retrouvent un écho plus fort dans ces formes d'organisation-là que les historiques. Je pense que la question sur les historiques, elle se pose au sens global du terme. On l'a vu, la moitié des agriculteurs vont partir à la retraite très bientôt. Donc dans tous les cas, la question, elle se posera adéquation avec les nouveaux profils ou pas. D'où l'intérêt de simplifier ou d'élargir la base adhérente, notamment pour les syndicats. Il y a une question ici, il y a Gilles. Merci Bertie, super. Je suis très content de ce que tu nous as présenté. Je me présente, moi je m'appelle Gilles Oxalmont et j'ai travaillé pendant 35 ans à la FNPL justement, et une bonne dizaine d'années comme directeur. Donc j'ai baigné dans ce mouvement un peu historique qui continue à fonctionner, hein, mais qui effectivement est un mouvement qui date. Ouais, hein. Alors moi, je dis des trucs en vrac, hein, excuse-moi, j'ai des questions, puis des remarques aussi. L'importance du collectif, ça, moi je pense que c'est effectivement, quel que soit le mouvement, de toute façon, c'est fondamental. Tu as beaucoup cité les coopératives, et effectivement, en fait, le mouvement de représentation des agriculteurs et les coopératives, c'est un mouvement qui est un peu imbriqué. Les premières organisations, j'allais dire, collectives, que je connais moi en tout cas, enfin dans mon secteur, dans mon ancien secteur, c'est des petites COP, des petites fruitières du comté, parce que pour faire un comté, il fallait plusieurs exploitations. Donc très vite, ce mouvement, et ça c'est dans les années 1600, c'est très ancien. Effectivement, le développement des coopératives, on a entendu ça depuis très longtemps maintenant, la représentation au sein de la coopérative des agriculteurs est compliquée. Plus ça grossit, et plus on a l'impression d'être éloigné du centre de décision. C'est pour ça que, effectivement, quand on recrée quelque part des structures plus locales, tu as parlé beaucoup de territoires, regrouper faire des structures plus locales, quelquefois on a un peu l'impression quand même qu'on est un peu plus impliqué et on a plus de vision du développement de ce qu'on veut faire là. Moi j'ai une question quand même un peu par rapport à tout ça, c'est est-ce que tu as pu cerner aussi quelles sont les critiques qui sont formulées ou le manque de reconnaissance à l'intérieur des structures qui existaient auparavant, hein, qui ont été créées il y a longtemps. Tu as présenté notamment une chambre d'agriculture alternative. Est-ce qu'on sait pourquoi s'est créée cette structure alternative versus la chambre d'agriculture qui est en Pyrénées-Atlantiques et qui, à mon avis, fait quand même un peu du boulot aussi. Donc, qu'est-ce qui fait qu'il y a une volonté de changement ou d'alternative, quoi? Est-ce qu'il y a besoin, est-ce que c'est aussi parce qu'il y a un besoin fondamental d'alternative dans le mouvement syndical, développement collectif, etc. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point aussi, c'est effectivement, il y a souvent des paradoxes hein, chez nos amis, enfin moi, côté éleveur en tout cas. Par exemple, tu as parlé aussi de l'importance du collectif pour les éleveurs eux-mêmes, pour pouvoir, dans leur exploitation, se dégager du temps pour faire telle ou telle chose. On a beaucoup de structures associatives en France dans les exploitations, hein, type les GAI, puisqu'il y a en plus la transparence GAI qui fait qu'on peut avoir plus d'aide communautaire, etc. Donc, et bizarrement, moi je l'ai constaté en tout cas chez les jeunes qui s'installent, qui sont issus du milieu agricole, ceux-là, qui disent « je voudrais plutôt être mon propre patron ». Donc je ne veux pas rentrer dans une structure collective. Il y a un paradoxe là chez les jeunes. En revanche, tu as parlé beaucoup des NIMA aussi. Nous, à la CNE, là, où je travaille maintenant, on travaille pas mal sur justement à essayer de cerner les besoins de ces nouveaux qui sont non issus du milieu agricole, qui souvent se mettent sur des exploitations plus petites, mais qui
quelque part aussi, eux, n'ont pas forcément un très très bon accueil de la part du milieu agricole lui-même. Hein. Alors je ne parle pas des accueils pour l'installation, hein, mais de la part des voisins, quelquefois, des choses comme ça, on les regarde un peu comme des Indiens, et effectivement, c'est compliqué quand on veut s'installer et qu'on n'est pas issu du milieu agricole, parce qu'il la mentalité est peut-être un peu difficile. Alors, je ne dis pas que je généralise pas, hein, bien évidemment, mais voilà. Donc il y a aussi peut-être cette révolution à faire chez nous-mêmes, les éleveurs et les agriculteurs en sens général du terme. Je parle plus des éleveurs d'abord parce que je les connais plus que les céréaliers ou autres, et puis j'ai l'impression que le métier de céréalier, le métier de grande culture, a encore bien plus évolué dans tous les sens. Et donc c'est plus compliqué quand même quand on s'installe vraiment paysan en grande culture. Voilà, bon, je sais pas. Oui. Alors, du coup là, moi ça fait écho un peu entre l'adéquation représentant-représenté et effectivement l'idée d'accueillir ces nouvelles populations. C'est effectivement un changement générationnel qui va devoir s'opérer et une ouverture un peu plus grande pour l'accueil, mais c'est vrai que la difficulté elle est là et elle est soulignée notamment dans le réseau pour lequel je travaille, où on voit effectivement qu'il y a une difficulté d'accueil de ces publics-là qui du coup retournent et se recomposent vers d'autres organisations et d'autres formes de solidarité. Après, c'est peut-être pas le cas dans tous les territoires, je ne veux pas généraliser sur cette question-là. Et donc pour revenir à HLG, l'histoire elle est conflictuelle au départ parce qu'il y a une absence de reconnaissance du syndicat ELB par la Chambre de l'époque et par le syndicat majoritaire à l'époque, qui fait qu'il y a une volonté en fait de lancer une dynamique territoriale en parallèle de celle-ci. Alors s'ajoute à cela des questions identitaires de territoire propres au Pays Basque, mais en gros, grosso modo, l'État s'empare de ces questions, crée un organisme en fait de gestion en plus d'une chambre, donc il y a un organe supplémentaire qui est créé pour essayer de faire de la médiation et du développement. Et en fait, là encore, ELB est exclu, il y a très peu de discussions avec les services de l'État, je simplifie au max. Hein. Et donc en fait, c'est une construction quelque part un peu en opposition et avec le sentiment que l'identité du Pays Basque qui n'était pas représentée et pas travaillée dans ces organisations-là, puisque la Chambre représentait aussi le Béarn et tout. Bon voilà, je ne dis pas qu'il y a deux agricultures différentes, mais c'est important de mettre en avant l'aspect identitaire du Pays Basque là-bas. D'ailleurs, c'est une question que j'ai posée en me disant, mais est-ce que c'est transposable à d'autres territoires finalement? Est-ce qu'on doit être un Pays Basque pour avoir ces organisations-là qui existent, et est-ce qu'elles sont pertinentes, ça c'est une autre question. Mais en tout cas, la réponse qu'on a pu me faire, c'était qu'ils ont construit toute cette histoire et cette association à partir de ressources locales, mais qu'il y avait des potentialités partout. Dans les faits, je pense que c'est vraiment très lié à cette identité très, très forte du Pays Basque. Je ne sais pas si ça pourrait voir le jour ailleurs, quoi, parce que ça a vraiment demandé des conflits, ça a vraiment suscité des conflits en local et le besoin pour ce collectif sur ce périmètre très limité d'être représenté et d'être considéré et d'avoir sa propre chambre de développement. Quoi. Et on a une question ici. Oui, vous m'entendez ? Oui, bonjour à tous. Donc Cédric Mamois, je suis ici au titre de l'AGPV, donc qui est le pendant céréalier de la FNPL. Donc qui est bientôt centenaire aussi, hein, j'ai vu les slides 1924, voilà. Donc où on se pose justement, on est en plein projet, je dirais prospectif de projection à demain, parce qu'on voit bien que les profils changent. Le schéma d'installation change, clairement, entre ceux qui s'installent à 20 ans, ceux qui reviennent après une première carrière professionnelle à 35-40 ans. Moi j'ai à côté de chez moi un directeur financier de laboratoire pharmaceutique qui vient de reprendre une exploitation, enfin une exploitation familiale, voilà. Donc ça met des profils complètement différents, et je pense qu'il manque quand même quelque chose dans le slide, à partir des années 80-90, à mon avis, c'est quand même le côté mondialisation qui change aussi les choses, notamment vis-à-vis des chambres d'agriculture, où le schéma d'installation, je dirais, on avait les années 80, on fait des schémas plutôt monolithiques, hein, qu'on soit grande culture, céréalier, etc. Et aujourd'hui, ce schéma-là, j'ai l'impression qu'il est en train d'exploser. Moi, je suis du Loiret, je suis en pleine Beauce. Et on s'aperçoit aussi que le schéma d'installation et d'exploitation et de projet professionnel, ça part un peu dans tous les sens, et à la fois divers et variés. Et nous, je suis aussi élu chambre, la manière de s'adresser à ces gens-là,
il va falloir qu'on s'adapte et qu'on soit beaucoup plus malléable, en fait, en termes de conseils et d'accompagnement, parce qu'en termes de compétences, ça change tout, quoi. Voilà. Et nous, on dit souvent, nous, on est contre aucun modèle à condition qu'il soit viable et vivable. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de choses, mais je voudrais bien... la société demande les 35 heures, mais je voudrais bien aussi que le monde paysan s'approche des 35 heures pour un revenu qui soit correct. Voilà. Donc, et j'ajouterais transmissible aussi. Viable et transmissible. Transmissible, alors il y a tout un travail. Moi, j'ai été président de FEDE pendant 2 mandats. Vous parlez de terre de liens et tout. Il y a un système qui s'appelle les GFA mutuels, qui est parti de la Marne et qui existait chez nous dans les années 70-80, sans faire de philanthropie. Je veux dire, aujourd'hui, on a des gens qui sont prêts à investir des sommes pour porter du foncier de manière tout à fait rationnelle et économique.